Merci d'avoir choisi cet atelier. Donc, quel financement pour vos projets hydrogène, hein, le nerf de la guerre, c'est un atelier qu'on a à chaque édition quasiment, mais il y a toujours des nouveautés. Il y en a particulièrement cette fois-ci. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. Donc, on a un très beau panel. Hein, donc, on va commencer. En fait, on va poursuivre un peu le panorama qu'on a eu en séance plénière ce matin avec un focus donc, par Stephen Jackson, directeur général adjoint d'Hydrogène Europe, qui va nous faire un panorama encore un peu plus détaillé sur les financements au niveau européen et les enjeux en termes de financement au niveau européen. Nous aurons ensuite, et là je parlais d'actualité bien sûr, au niveau national, donc Gwendal Méance, chef de projet hydrogène à l'ADEME, qui va revenir sur les deux appels à projets qui ont été renouvelés, en particulier bien sûr écosystème. Alors à un moment donné, s'il y avait trop de questions, peut-être qu'on sera un peu obligé de limiter. Hein. L'idée, c'est qu'on va d'abord faire des présentations, être sûr que tout le monde ait suffisamment de temps de présentation, et ensuite on aura entre 20 et 30 minutes de questions-réponses. Et puis, par ailleurs, de toute façon, je crois qu'il y a une FAQ qui est en train d'être mise en place. Enfin, voilà. Mais bon, vous pourrez quand même, bien sûr, poser vos questions. Ensuite, pour continuer le panorama et un peu de mise à jour sur les dispositifs en termes de financement public, nous aurons d'une part la Banque des Territoires, donc, avec Michael Bouffort, hein, qui est directeur d'investissement au département infrastructure et mobilité, et ensuite David Pomenti, responsable domaine écotechnologie au sein de BPI France. Et enfin, nous aurons aussi un exemple d'un acteur privé qui a vraiment développé toute une offre aussi de financement pour la filière hydrogène, en la personne de Marc-Étienne Mercadier, directeur transition énergétique au sein de Eiffel Investissement Group. Et juste moi-même, je ne me suis pas présenté, donc je suis Yann-Éric Starlander, je suis responsable des relations avec les territoires au sein de France Hydrogène. J'anime nos délégations régionales et par ailleurs aussi notre collectif de collectivités territoriales. Voilà, écoutez, sans plus tarder, je vais passer la parole à Stephen qui va donc nous dresser ce panorama au niveau européen. Donc il y a une souris qui est normalement faire défiler les diapos. Bonjour à tous, pour certains d'entre vous de nouveau. Donc je vais vous proposer un tour d'horizon en fait, des principaux instruments de financement européen pour la filière hydrogène. Et je vais sans plus attendre débuter avec le Clean Hydrogen Partnership, qui est le partenariat privé-public que nous avons avec la Commission. Quand je dis nous, c'est le privé ainsi que la recherche. Donc c'est un partenariat privé-public 50-50, à savoir le privé met 1 milliard sur la table et le public 1 milliard sur la table. Ce partenariat privé-public existe depuis maintenant à peu près 16 ans. C'est dans ce partenariat que nous financions essentiellement les projets de recherche et développement, donc de TRL, comme vous voyez, de 2 à 8. Et donc là, ça comprend toutes les technologies en fait, dans notre écosystème, que ce soit tant au niveau de la production que de la transmission, distribution, et enfin les différents usages, comme vous voyez là, que ce soit au niveau de la mobilité ou industriel. Et peut-être un point à noter ici qui est important, c'est les vallées de l'hydrogène. Donc c'est notamment à travers cet instrument-ci que nous finançons les vallées. Et comme vous devez peut-être le savoir, avec REPowerEU, donc qui a été la réponse de l'Union européenne à la crise en Ukraine, il y a 200 millions additionnels qui ont été rajoutés en fait, pour financer les vallées dans le cadre de ce programme-ci. Donc j'invite le plus d'entre vous à postuler à ces calls, que ce soit tant pour du développement de technologies, mais aussi pour postuler pour les vallées. Les vallées qui peuvent être ce qu'on appelle small scale, donc ça c'est jusqu'à 9 millions, et large scale qui sont de 20 millions. Alors, beaucoup d'informations sur cette slide. Je ne vais pas passer chaque point en revue, mais tout ça pour vous dire que donc, une fois que le Clean Hydrogen Partnership a financé la R&D jusqu'à TRL 8,
Au niveau européen, c'est the Innovation Fund qui prend le dessus. Donc là, le financement de Innovation Fund, c'est à travers les allowances du système ETS. Et il a un budget d'une enveloppe d'à peu près 25 milliards, bon, qui fluctue en fonction du prix des allowances. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que les calls sont divisés en deux. Vous avez les calls large scale et les calls small scale. Large scale, c'est tout ce qui est au-dessus de 7,5 millions de capex. Et en deçà, ce sont les calls small scale. Donc, pour l'instant, les large scale, il n'y a pas d'appel à candidature maintenant parce que toutes les propales ont déjà été rendues. Pour le small scale, c'est encore ouvert, donc je vous invite à participer quand vous le pouvez. Voilà. Alors, ensuite, donc là maintenant, on est sur la Banque européenne d'hydrogène. Alors, pour information, ce n'est pas une banque, bien que c'est son petit sobriquet. Donc ça, c'est venu en fait. Donc on a eu Repower EU avec la stratégie 20 millions de tonnes de production d'hydrogène, 10 millions de tonnes produites à l'intérieur de l'Union européenne, 10 millions de tonnes d'importation. Et après ça, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a fait un speech où elle a parlé notamment de la banque d'hydrogène. Donc cette banque d'hydrogène, son objectif est de couvrir en fait la prime verte liée à la production d'hydrogène. Donc en gros, pour faire descendre le prix du kilogramme d'hydrogène. Donc l'annonce a été faite en septembre dernier et on est en train de finaliser en fait les termes qui régiront cette banque de l'hydrogène, avec un premier call probablement en fin d'année, en décembre. Pour l'instant, il y a 800 millions d'euros sur la table pour le premier call et la prime verte est estimée pour l'instant à 4 euros par kilogramme. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on regarde et on espère vraiment que le premier tender sera en fin d'année. Donc voilà. Ensuite, voilà, bon là c'est juste un peu donc ce que je disais, l'horizon jusqu'à fin d'année. Donc là maintenant on est en train de peaufiner les termes, en train de verrouiller le budget, en espérant avoir les premiers calls en fin d'année. Voilà, alors, donc ça c'était donc les principaux mécanismes de financement au niveau européen. Donc vous avez, ils sont essentiellement de financement CAPEX pour R&D et ensuite innovation OTRL, plus soutien à la prime verte via la Banque européenne d'hydrogène. Et ensuite, nous avons forcément des mécanismes de state aid. Donc là, c'est quand les États prennent le dessus. Donc je pense que ce matin, nous avons beaucoup parlé des IPCEIs, donc qui sont ces European Projects of Common European Interests, où la filière européenne de l'hydrogène a déjà reçu en cumulé à peu près 10 milliards d'euros. Mais il reste encore 2 vagues qui doivent être notifiées. Et ensuite, nous avons à côté de ça 3 autres mécanismes de state aid au niveau européen. Certains où on doit faire une notification publique auprès notamment de la DG Comp de la Commission et d'autres pas. Donc vous voyez, il y a vraiment deux mécanismes différents. Donc il y a CEAG et TCTF d'un côté. TCTF a été en fait mis en place suite à la crise ukrainienne. Et donc, c'était une manière d'assouplir en fait state aid au vu des développements récents. Donc, c'est assez intéressant. Je vous invite à vraiment regarder parce que les règles sont plus souples qu'elles ne l'étaient. Et donc, nous, forcément, notre rôle au niveau d'Hydrogène Europe, c'est pousser à ce que les règles soient le plus souples possible. Donc, ça, c'est de ce côté-là. Et ensuite, on a le côté GBER, où là, on est complètement exempté de notification.
Et comme vous voyez, là, en fait, il y a différents... bon, il faut voir un petit peu dans quelle tranche vous vous situez. Enfin, qu'est-ce que vous essayez de financer, dans quelle tranche, pour quel montant. Et là, vous voyez un petit peu dans quelle catégorie vous vous trouvez. Mais comme je vous dis là, là, vous avez affaire en fait aux autorités de la concurrence européenne. Ce ne sont pas des fonds européens, c'est des fonds nationaux qui peuvent venir de l'Europe via Next Generation, l'enveloppe budgétaire, mais aussi fonds propres nationaux. Donc voilà, et ensuite, voilà, ça c'est juste un petit zoom sur justement les projets IPSIZE. Donc je vous disais à peu près 10 milliards en cumulé là sur la dernière année. Donc là, c'était pour la technologie, donc le financement de technologie. On a eu également l'industrie, les usages, et maintenant on se tourne vers l'infrastructure qui est absolument capitale, et la mobilité. Donc ces deux prochains-là devraient normalement être notifiés d'ici la fin de l'année, pour des montants pour relativement semblables. Voilà, donc j'ai fait très très court. Vraiment les principaux instruments de financement. Je vous invite à poser des questions après, une fois qu'on a fait le tour d'horizon. Oui, alors ceci dit, c'est vrai que j'avais dit ça, mais on a peut-être le temps de prendre au moins une question, s'il y en a une qui vous brûle déjà les lèvres. Sinon, effectivement, nous aurons un temps dédié aux échanges une fois que l'ensemble des intervenants auront présenté. Pas de questions dans l'immédiat. Ben, si, une. Je vais juste vous donner le micro parce qu'il y a une captation, comme ça le son. Oui, Bertrand Well, Borealis, donc on est producteur d'ammoniac et on voulait savoir ce qu'il y avait comme aide pour le financement de tout ce qui est décarbonation du gaz, le vaporéformage. Là, on a beaucoup de projets avec de l'énergie renouvelable, notamment la banque hydrogène, mais est-ce qu'il y aura des possibilités de financer la décarbonation de gaz fossiles, par exemple? Alors oui, alors du côté technologique, ça se fait surtout du côté Innovation Fund, et pour la banque, on est en train de regarder pour ouvrir un autre volet, qui ne soit pas qu'un volet Renewable Hydrogen. Donc oui, c'est bien entendu dans les tuyaux. Oui. Merci. Alors je propose effectivement qu'on enchaîne pour rester bien dans le timing. Merci Stephen. Et donc bien sûr, voilà, comme je disais, gardez à l'esprit vos questions pour la séquence questions-réponses. On a vu dans l'encadrement des aides d'État, notamment le cadre GBER. C'était d'actualité par rapport à l'intervention suivante. Si vous voulez bien juste cliquer, qu'on puisse voir Gwendal Méance, chef de projet hydrogène à l'ADEME, qui bien sûr va revenir sur les deux appels à projets avec un focus tout particulier sur l'appel à projets écosystèmes territoriaux. Merci Yann-Éric. Désolé pour la voix, je l'ai un peu perdue, mais vous inquiétez pas, les autres collègues ADEME pourront répondre peut-être plus distinctement à vos questions ensuite. Donc pour commencer, donc on va voir effectivement côté ADEME ce qu'on peut proposer pour le financement des projets. Donc rapidement, en une slide, je vais vous évoquer l'appel à projet briques technologiques et démonstrateurs. Et ensuite, les slides suivantes seront plutôt concentrées sur l'appel à projet écosystème territoriaux hydrogène. Donc voilà pour le sommaire. Peut-être juste préciser que vous aurez accès aux slides. Donc bon, si vous êtes pressé, vous pouvez prendre des photos, mais en tout cas, vous les aurez. De la même façon qu'il y a une captation, donc vous devrez aussi avoir accès au replay par la suite. Merci. Donc concernant l'appel à projet briques technologiques et démonstrateurs hydrogène, donc voilà, c'est juste une relance de l'appel à projet. Auparavant, on était sur un fonctionnement en fil de l'eau. Pour se conformer au nouveau format des appels à projet France 2030, on a effectué une clôture en décembre. Et donc là, il est remis en place avec un format de clôture cette fois-ci. Donc globalement, il y a très peu de choses qui changent. Donc on retrouve les trois premiers axes, donc adressant les briques technologiques, les composants, les systèmes. Les pilotes ou premières commerciales peuvent être aussi adressés via l'axe 2. Et enfin, tout ce qui est lié aux nouveaux véhicules sera plutôt passé par l'axe 3. Donc en termes de projets cibles, on attend toujours le même type de projet, un monopartenaire ou collaboratif jusqu'à 5 acteurs. Et en termes de TRL, donc ça reste innovation, mais on se rapproche quand même
du déploiement, dans le sens où on adresse des projets qui sont TRL 5-6 au départ et qui visent le TRL 8-9 à la fin du projet contractualisé avec l'ADEME. Concernant les petites modifications, donc l'axe 4 a été modifié. Auparavant, on adressait les électrolyseurs supérieurs à 20 MW via cet axe-là. Donc en lien avec l'appel à projet écosystème. Donc là-dessus, on a supprimé cet axe-là sur les grands électrolyseurs et on l'a plutôt remplacé pour mettre en avant les éléments liés à l'éco-conception et puis à la recyclabilité. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des projets en lien avec cette thématique-là de l'axe 4, que ce soit sur un nouveau véhicule ou des thématiques spécifiques en lien avec la recyclabilité, c'est des éléments sur lesquels on a assez peu de projets pour l'instant. Et donc on est assez intéressé si vous avez des projets de ce type. Concernant le budget et les clôtures, donc l'appel à projet est toujours bien doté, hein, puisque malgré le fait qu'on a pu financer déjà de nombreux projets, il reste toujours 250 millions d'euros disponibles sur cet appel. Donc on va fonctionner en clôture, comme je l'ai dit, donc 4 clôtures, donc celle de juin, ça sera trop juste pour vous, mais il y en a une prévue le 3 janvier 2024, et donc n'hésitez pas à prendre contact avec les collègues qui s'occupent de l'appel à projet BRIC, notamment via l'adresse générique que vous voyez s'afficher ici. Et donc voilà, l'idée c'est toujours la même chose, n'hésitez pas à poser vos questions via la boîte mail, et surtout prenez contact avec l'ADEME en amont pour effectuer un pré-dépôt, pour qu'on vous conseille au mieux sur votre dossier, afin que vous ayez une meilleure chance d'être retenu in fine. Dans le sens où ce n'est pas l'ADEME seul qui est à la gouvernance de l'appel à projet, mais c'est plutôt un pilotage par les ministères. Donc maintenant, je vais basculer sur l'appel à projet écosystèmes territoriaux. Donc quelques éléments de contexte de manière générale. Donc l'appel à projet, vous le connaissez, d'abord sous un format écosystème de mobilité, puis écosystèmes territoriaux. Donc aujourd'hui, on est à 35 écosystèmes soutenus, ce qui correspond à 46 dossiers, parce qu'il y a des dossiers, il y a des projets où on a refinancé une brique par-dessus. Donc c'est un seul écosystème et plusieurs dossiers. En termes de ce qu'on a contractualisé, donc on a dépassé les 80 MW d'électrolyse. Voilà, vous avez quelques chiffres aussi sur les stations-service et sur les véhicules lourds. Donc c'est plutôt très intéressant. Et l'autre point aussi que je vous ai mis avec la clôture de septembre 2021, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des porteurs de projets vis-à-vis de cet appel à projet et pas forcément toujours, auxquels on ne peut pas forcément toujours répondre, dans le sens où la dernière clôture, on a reçu 60 dossiers pour 750 millions d'euros de demande d'aide, alors que le budget initial était seulement de 100 millions d'euros. Donc voilà, c'est un appel à projet qui attire beaucoup, mais qui est limité, on va dire, en termes de fonds. Sur cet appel à projet, le contexte, c'est aussi l'évolution du cadre juridique encadrant les aides d'État. Donc on a pu en parler juste avant. Le cadre juridique, il évolue de manière générale pour toutes les aides d'État, mais sur l'hydrogène, c'est un peu plus spécifique, dans le sens où on a des obligations qu'on n'avait pas auparavant, notamment de mise en concurrence des projets. Donc sur la mise en concurrence des projets, elle doit être stricte et dans des critères assez précis, et notamment basée à 70% sur un indicateur environnemental par rapport à l'aide qui est demandée. Donc nous, on a retenu les euros d'aide demandés par rapport aux tonnes de CO2 évitées. Ça a aussi des avantages, c'est cette évolution des textes, dans le sens où auparavant, on était conditionné à des taux d'aide, et donc désormais, on va pouvoir s'affranchir des taux, et donc les porteurs de projets peuvent demander une aide comprise entre 0 et 100% de leur surcoût. Et donc c'est ça la contrepartie c'est la contrepartie de pouvoir demander 100% du surcoût, c'est que les projets sont mis en concurrence, donc forcément ceux qui sont les moins chers seront sélectionnés, mais ça peut aider notamment sur l'hydrogène, dans le sens où les véhicules restent toujours très élevés en termes de coûts, et donc on peut espérer que ça aide les porteurs de projets. Enfin, quelques points de vigilance qui sont liés à ces éléments-là. Donc forcément, mise en concurrence sur un dossier déposé, c'est toujours délicat, puisque le projet ne ressemblera pas forcément au dossier déposé. Donc dans ce sens-là, on exige des éléments, des données tangibles sur lesquelles on peut s'appuyer pour l'évaluation et pour la sélection. Donc c'est pour ça que le dossier est un peu plus conséquent à remplir. Il nous faut des éléments concrets pour pouvoir évaluer au mieux les projets et effectivement sélectionner les meilleurs. Et bien sûr, donc, pour garantir l'équité aussi de traitement, les données qui seront transmises dans les projets, notamment les kilométrages envisagés, seront des données qui seront contractuelles, c'est-à-dire présentes dans les conventions d'aide pour les projets qui sont sélectionnés, dans le but de s'assurer que les projets qui sont sélectionnés remplissent bien leurs objectifs et pour assurer une bonne équité entre ceux sélectionnés et ceux qui étaient non retenus car moins performants.
Si je poursuis, donc je ne vais pas vous dérouler tout l'appel à projet, on va se concentrer aujourd'hui sur quelques éléments. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la mise en concurrence, elle a de sens que si on compare des choses qui sont comparables. Et donc aujourd'hui, nous, sur l'appel à projet, globalement, on peut dire qu'on a trois grands types de projets qui se présentent à nous. Le plus simple, on va dire, c'est les extensions d'écosystèmes. Un écosystème, on l'a déjà financé, il y a des porteurs qui veulent rajouter de l'usage ou des stations de distribution. Cette extension d'écosystème ne nécessite pas d'infrastructure de production supplémentaire, donc à des coûts beaucoup moins élevés à quantité d'hydrogène utilisée équivalente. On a aussi des projets qui adressent majoritairement des usages industriels. Donc ces projets-là, en général, ont peu de stations de distribution et donc ont des coûts moins élevés aussi que les projets qui adressent la mobilité. Et donc ce qui mène sur la catégorie 2, qui elle correspond aux projets qui adressent majoritairement les usages mobilité. Ces projets-là sont les plus élevés, on va dire, en coût par rapport à l'hydrogène distribué, dans le sens où il faut financer des véhicules, des stations de distribution et des stations de production. Et donc pour pouvoir assurer une équité, on va dire, dans la mise en concurrence, les projets seront analysés au sein de leur catégorie. C'est comme si on avait trois mini appels à projets entre guillemets. Et donc les projets de la catégorie 1 seront évalués entre eux, mis en concurrence entre eux, et pareil pour les projets de la catégorie 2 et de la catégorie 3. Concernant les dépenses éligibles, rapidement, je vous mets quelques éléments. Donc globalement, ça change assez peu. Je vous ai mis quelques éléments qui ont évolué en rouge. Donc sur l'électrolyse de l'eau, le seuil est passé à 2 MW, donc de 1 à 2 MW. On accepte aussi désormais la pyrolyse gazéification de biomasse sous condition, que je vous laisserai découvrir dans le cahier des charges. Sur les véhicules, ce qui est nouveau, c'est qu'on peut aussi aider à la location maintenant. C'est quelque chose qui est permis par le nouveau RGEC. Donc on peut aider sur des loyers. Donc des porteurs de projets peuvent déposer un projet et uniquement dire je vais louer un véhicule pendant 4 ans. Donc on pourrait aider sur les loyers directement. Donc ça peut être assez intéressant pour des acteurs pour se lancer sur le sujet hydrogène. Et enfin, on a élargi un petit peu aussi en termes de véhicules, donc avec les engins spéciaux, locomotives de fret. Et puis pour certains usages comme les navires, bateaux, engins, on a ouvert à la combustion d'hydrogène en direct. Parce que sur ces usages-là, ça peut avoir une pertinence par rapport à la pile à combustible. Sur la partie industrie, donc on reste sur le même format, hein, pas d'aide directe aux usages en industrie. Et cette fois-ci, on a ouvert aux usages en combustion. Donc là, c'est pareil, sous condition, donc à découvrir dans le cahier des charges. C'est les quelques nouveautés que je peux vous balayer rapidement. Vous présenter les principales étapes pour que vous puissiez un peu voir comment l'appel à projet va fonctionner. Donc la clôture est au 29 septembre. Donc d'ici là, vous pouvez échanger avec les collègues en région et donc construire votre dossier. Une fois que le 29 septembre est passé, les échanges entre les porteurs et l'ADEME sont interrompus. Il y a une première phase où on va évaluer l'éligibilité des dossiers, vérifier que toutes les pièces sont bien conformes, que les usages sont bien éligibles et que les infrastructures sont bien justifiées. Une fois qu'on aura sélectionné les projets éligibles, on va les classer entre eux, donc au sein des catégories, donc selon les différents critères de sélection. À la fin de cette analyse en sélection, on va avoir une note pour chaque projet. Et donc les projets ayant la meilleure note sont retenus et les projets les moins pertinents seront placés en liste d'attente ou exclus du financement. Ensuite, on espère pouvoir vous donner des réponses début 2024 sur les projets retenus pour pouvoir commencer la phase de contractualisation. Donc ça va être un peu différent des appels à projets précédents dans le sens où, comme je vous l'ai dit, il y a des données contractuelles qui seront renseignées dans ces conventions. Donc il y aura un travail auprès de chaque acteur pour s'assurer que les objectifs de performance sont bien renseignés dans la convention. Et enfin, une fois la phase de contractualisation finie, on passera dans l'étape de suivi du projet. Donc le projet en général, on les suit au moins 5 ans. Justement, le versement de l'entièreté de l'aide est soumis à l'atteinte des performances indiquées au dépôt. Je vous l'ai remis, donc les données qui sont déclarées au dépôt sont très importantes puisque c'est celles-ci qui vont permettre de générer les conventions. Les données qui sont transmises au dépôt ne peuvent pas être modifiées ensuite dans les conventions. Donc c'est pour ça que dès le dépôt, c'est important de pouvoir bien préciser les kilométrages des véhicules. Il n'y a aucun intérêt à gonfler les kilométrages des véhicules pour être mieux classés. Il faut faire au plus juste possible pour s'assurer de pouvoir respecter en fait, ce qui a été indiqué dans le dossier déposé. Quelques éléments, donc, comme vous l'a dit, hein, la présentation vous sera partagée, donc vous pourrez cliquer sur les quelques liens que je vous propose. Donc, je vous ai remis le lien de l'appel à projet BRIC, le lien de l'appel à projet écosystème.
Donc la FAQ a été ajoutée sur la page Agir, donc vous pourrez la découvrir. Donc, pour l'instant, il y a une dizaine de pages. Ça sera alimenté au fur et à mesure sur les nouvelles questions qui pourront arriver. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on a une présentation assez courte. Donc je vous ai remis aussi les liens des 2 webinaires qu'on a pu faire avec France Hydrogène pour que vous puissiez prendre connaissance plus en détail, notamment des critères d'éligibilité et de sélection. Et puis enfin, un lien qui renvoie vers le dispositif d'aide à l'opportunité et à la faisabilité. Donc pour créer de nouveaux écosystèmes, c'est un dispositif où on va financer des études de création d'écosystèmes. Donc ça peut aussi potentiellement vous intéresser. Et donc sur cet appel à projet, on est assez nombreux à travailler. Et donc on a des relais dans toutes les directions régionales de l'ADEME. Et donc selon la localisation de vos projets, je vous inviterai à contacter les référents ADEME concernés. Et on a aussi bien sûr une adresse mail de l'appel à projet, donc sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Et on essaiera d'y rapporter une réponse la plus précise possible pour vous aider à construire votre dossier au mieux. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Et puis on passera peut-être aux questions plus tard. Oui, tout à fait. On ménage un peu le suspense, mais c'est vraiment parce qu'on sait que ça va susciter beaucoup de questions. Merci beaucoup Gwendal. Et l'ADEME, bien sûr, aussi un stand que vous avez certainement déjà vu pendant les 2 journées. Alors effectivement, on va continuer les interventions on va passer maintenant. Donc, ah oui, alors vous aviez encore une slide, c'était plus en annexe peut-être? Oui, on y reviendra si besoin. Voilà, tout à fait. Effectivement, je les avais mis à la suite, mais... Donc on passe maintenant à Michael Bouffort, qui est donc directeur d'investissement au département infrastructure et mobilité de la Banque des Territoires, autre acteur majeur dans le financement à la fois parc roulant et d'infrastructures hydrogène. Donc la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc Michael Bouffort, effectivement, je suis directeur d'investissement à la Banque des Territoires. Donc la Banque des Territoires, j'ai mis quelques slides, plus de présentation, mais c'est un des 5 métiers de la Caisse des dépôts, donc la BPI en étant un autre. Donc nous, on a des enjeux forts sur les territoires, c'est bien compris dans le nom. Et donc on a cette volonté forte de participer à la décarbonation et au développement de l'hydrogène en France. Pour cela, on a un réseau proximité et donc effectivement, si vous avez des dossiers territoriaux, vous passez normalement par la direction régionale. Vous voyez, en gros, on a 2 présences par région, avec une exception un peu pour la Nouvelle-Aquitaine, qui est une grande région où on a même une agence à Pau. Donc, je peux le dire parce qu'on est ici présent, qui a participé au financement des bus hydrogène à Pau en finançant la collectivité. Sur notre doctrine d'investissement qu'on a revue en 2020, parce que depuis, on s'y intéresse vraiment depuis 2020, même un petit peu avant. Donc on accompagne les politiques territoriales, on finance les transitions et on a cette volonté d'aider les filières émergentes. Et donc c'est bien pour ça qu'on s'est intéressé à l'hydrogène. On va passer vite. Donc à la Banque des Territoires, donc moi je travaille dans un département d'investissement. Il y a plusieurs départements d'investissement à Banque des Territoires. Moi je suis en mobilité infrastructure et nous on finance tous les projets qui sont plutôt effectivement de la mobilité et donc en particulier les stations d'avitaillement hydrogène. Depuis 3-4 ans, en gros, on a investi pas loin de 75 millions, ce qui représente 53 stations à ce jour. On a une trentaine de projets dans le pipe, nombreux projets qui attendent d'ailleurs l'appel à projet de l'ADEME. Et ceux qu'on a financés, en général, on a aussi un financement de l'ADEME. Au-delà des financements et des subventions ADEME, on travaille aussi avec l'Europe. Et donc, on est implementing partner, ce qui veut dire que si la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires intervient au financement d'un projet, le projet a accès à des aides européennes qui peuvent représenter jusqu'à 30% des CAPEX d'une station. On a eu jusqu'à maintenant 15 projets qui ont été lauréats de subvention CEF, dont 10 assez récentes de 2022, ce qui représente, vous voyez, 55 millions de subventions. Il y a un autre département à la Banque des Territoires qui travaille aussi sur l'hydrogène. Alors eux, ils sont actifs depuis moins longtemps que le département mobilité et eux s'intéressent beaucoup plus à la production hydrogène
Et donc, ils ont typiquement un objectif de déploiement important sur 2023-2027. Leur objectif, c'est de 150 millions. Et donc, eux, c'est spécifiquement sur la production et l'industrie. Et donc, après, il y a certains dossiers qui peuvent être mixtes, qui font de la production pour de la mobilité. Et donc, c'est des dossiers, dans ce cas-là, qu'on instruira entre nos 2 départements. Alors, nous, on intervient essentiellement en financement de projet. Donc, on est actionnaire de la société de projet. Donc, production d'hydrogène décarboné avec de l'électrolyse. Et on peut aussi, c'est un autre sujet qu'on peut traiter, c'est créer une asset co pour détenir des actifs qui fonctionnent à l'hydrogène. Ça peut être des bus, ça pourrait être des trains, ça pourrait être des véhicules, des poids lourds. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite développer, qu'on n'a pas encore, parce que pour l'instant on n'a pas un projet suffisamment important pour le faire, mais c'est quelque chose aussi qu'on souhaite développer. Sur les projets de station hydrogène, on se base aussi un peu sur les exigences de l'ADEME. Donc maintenant, on a des projets qui font minimum 2 mégawatts, dans lequel, effectivement, nous sommes investisseurs minoritaires. On vise, là on a indiqué 10-49%, mais c'est plutôt entre 20 et 49% qu'on vise comme participation en fonds propres. C'est fonds propres, quasi fonds propres. Et donc, on est investisseur au niveau de la SPV qui porte le projet. Alors, on est investisseur auprès d'industriels et souvent aussi auprès de la collectivité qui est intéressée par le projet. C'est le cas récemment, si j'ai en tête, à Belfort, c'est le cas à Dunkerque. Voilà, il y a multiples projets où la collectivité est intéressée, évidemment, parce qu'elle souhaite avoir des bus, en général c'est plutôt des bus, mais aussi des bennes à ordures ménagères qui fonctionnent à l'hydrogène. Voilà, juste un focus sur ce qu'on a pu faire sur les 3 dernières années. Vous voyez qu'on a pas mal de projets partout en France, c'est assez bien réparti. Investis, vous voyez qu'il y en a seulement 6 projets investis. C'est parce que c'est des... D'abord, c'est une technologie assez récente. C'est aussi des projets qui mettent longtemps à se mettre en place et sur lesquels aussi on a quelques pertes. Vous voyez, il y a 13 dossiers qui sont sortis. Effectivement, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on travaille, mais qui ne vont pas, même une fois nous on a donné notre accord pour le financer, qui ne vont pas au bout de leur engagement. Et puis, on a une trentaine de dossiers dans le pipe, sur lesquels on travaille actuellement, qui sont plus ou moins avancés. Voilà, là, je vais aller vite là-dessus, mais c'est un peu le résumé de la façon dont on souhaite travailler dans une société de projet où on est co-investisseur auprès de, voilà, ce que je dis, un industriel, voire ça peut être un autre financeur, mais pour l'instant, on en trouve très peu. Typiquement, la SPV vend de l'H2 à des clients, que ça peut être de la mobilité, de l'industrie. Et d'un autre côté, négocie, si possible, avec le plus de transparence possible, des contrats d'achat d'électricité, des contrats un EPC et un contrat d'exploitation maintenance. Donc l'objectif pour nous, effectivement, c'est de sécuriser au maximum la société de projet avec le plus de back-to-back et que le risque soit bien réparti entre les différents acteurs. Ce qu'on constate sur des projets, je l'ai écrit, c'est qu'en général, on n'a pas de dette bancaire. C'est ce qu'on souhaitera dans quelques années, parce qu'on est, pour l'instant, on a sondé plusieurs banques, elles ne sont pas prêtes pour l'instant à financer ce genre de projet. Donc là, c'est l'investissement qu'on peut faire en fonds propres, par exception, mais c'est vraiment par exception. On peut aussi prêter à certains projets. C'est essentiellement lorsqu'il n'y a pas de place pour la Banque des Territoires au capital des projets, on peut prêter ce qu'on appelle des prêts mezzanine à intérêt participatif. Donc on est prêteur junior avec une rémunération qui est assise sur la performance
de la société. En gros, on aura un intérêt qui est un peu variable en fonction du volume d'hydrogène vendu au final par rapport aux prévisions. Donc ça peut être aussi un élément assez important de financement qui peut être intéressant, surtout tant que les banques ne sont pas prêtes à faire du financement. Les caractéristiques clés, voilà, je les ai rappelées. De la même façon, un prêt mezzanine représentera au maximum 49% du montant d'investissement. Il faut qu'il y ait des apports d'actionnaires au minimum aussi importants que le montant de notre prêt, et un taux d'intérêt qui est effectivement assis sur la performance, avec évidemment un taux minimum, et qui est variable à la hausse à la baisse en fonction d'évolution des ventes, des tonnes d'hydrogène vendues par rapport au business plan initial. Si on finance les infrastructures hydrogène, la Banque des Territoires finance aussi le matériel roulant. On a mis en place un prêt un peu spécifique qu'on appelle le Oblibus, qui à l'origine, et c'est d'ailleurs toujours le cas, finance les bus électriques. Avec cette innovation, c'est que le taux d'intérêt est encadré, évolue en fonction inverse du coût de l'électricité consommée par le bus. Donc ce qui veut dire, c'est que si le coût de l'électricité augmente, donc le prix de votre carburant, le taux de notre prêt baissera. Et inversement, si le coût d'électricité baisse par rapport aux prévisions, on aura un taux à la hausse, qui sera évidemment encadré avec un maximum. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour les bus électriques, qu'on adapte en fait pour les bus à hydrogène, et donc on peut financer pour les collectivités le matériel roulant. On l'a déjà fait, voilà, il y a quelques exemples à Brest pour la RATP, pour le Citral. Et on a même fait un minibus à l'Île-Dieu. Voilà les équipes d'investissement, alors pas les photos de tout le monde, mais effectivement dans le département transition énergétique et écologique, donc c'est Elise Toffes et Margot Le Guen, donc ça vous pouvez les contacter sur tout ce qui est les projets de production. Et sur le département infrastructure mobilité, donc moi-même, Gauthier Châtelu, qui est le responsable adjoint du département, et j'ai un directeur d'investissement, Thomas Maille aussi, qui travaille avec moi sur une grande partie des projets. On est de plus en plus nombreux, je vous le dire, sur l'hydrogène, parce qu'on a effectivement de nombreux dossiers, et donc maintenant on est quand même une équipe assez nombreuse à travailler sur ces projets. Je crois que j'ai fini. J'ai mis un tout petit résumé. Je n'avais pas cité, mais on peut financer des études en cofinancement sur la préparation des projets. Donc le MobiPrêt, c'est aussi un prêt qu'on peut faire aux collectivités pour le financement du matériel roulant. L'Oblibus, j'en ai parlé. Le financement de projet. Et puis, effectivement, je reviens dessus, c'est important, l'accès aux subventions du CEF-AFIF. En tant qu'implementing partner, l'Union européenne nous fait confiance, et si effectivement nous on donne un accord sur le projet, chaque fois qu'on a présenté des projets au CEF-AFIF, ils ont tous été lauréats. Voilà en quelques minutes ce qu'on peut faire sur le financement de l'hydrogène. Eh bien, merci beaucoup, Michael. Donc, pour couvrir ce panorama de l'offre de financement national par les acteurs publics nationaux présents dans les territoires, je passe maintenant la parole à David Pomanti, responsable domaine écotechnologie de BPI France. Merci Yann-Éric, bonjour à tous. En préambule, je suis un peu rassuré de voir que l'Assemblée est davantage vertueuse en termes de mixité que les participants, les intervenants. Mais bon, on va faire avec. Bonjour, David Pomanti, BPI France. Je ne vais pas vous parler de l'intégralité des dispositifs BPI France, ça serait trop long. Je vais faire un focus vraiment sur la partie subvention qui peut vraiment intéresser les porteurs de projets sur l'hydrogène. Alors rapidement, on a engagé de nombreuses actions pour la filière hydrogène depuis un petit moment déjà, que je résumerai en 4 catégories. Il y a la partie IPCEI ou PIEC en français. On a engagé 2,2 milliards d'euros. Je ne reviendrai pas dessus sur les PIEC parce que c'est archi connu et c'est derrière nous. C'est-à-dire que les dossiers sont déposés. Donc là, maintenant, on est vraiment en phase d'instruction de sélection.
Il y a un appel à projet qui s'appelle Première usine, par contre, qui est très intéressant, je pense, pour les dossiers hydrogène, et je reviendrai dessus spécifiquement par la suite. Et également la Deep Tech, hein, donc finalement, toute la R&D qui est issue des labos de recherche. Là aussi, il y a beaucoup de dispositifs pour encourager cette R&D. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient complètement connus, médiatisés, donc j'en parlerai. Et puis l'accompagnement international, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à regarder un petit peu nos dispositifs de financement nationaux. L'hydrogène, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est un sujet mondial, des sujets d'échange. Et donc on essaye aussi d'accompagner les entreprises en organisant des missions d'immersion. Donc on a eu une dizaine d'entreprises qui ont candidaté et qu'on a accompagné. On a organisé au printemps 2 missions en Allemagne et aux Pays-Bas. Je pense que les entreprises étaient assez contentes parce que ça permet de rencontrer des gens, de nouer des relations business et puis de voir aussi ce qui se passe dans les autres pays. Moi j'ai souvenir du déplacement à Rotterdam qui est assez intéressant de voir justement la stratégie des autres pays. Et puis les événements. Donc il y a notre événement phare côté BPI, c'est le BIG, dans lequel l'hydrogène est bien représenté. Et on aura notamment de nombreux ateliers en octobre prochain. Alors les dispositifs dont je vais vous parler, donc un peu dans une logique de progression en termes de maturité TRL. Donc il y a la partie Deep Tech, je vais vous montrer les principaux dispositifs, avec le concours ILAB également. En termes de R&D avec démonstration, donc ce qu'on appelle l'appel à projet IDEMO. Donc là, je n'entrerai pas dans le détail, mais c'est un dispositif qui peut recevoir des projets avec une composante hydrogène. C'est souvent des projets collaboratifs. Donc ceux qui n'ont pas vocation à être instruits par l'ADEME sur l'AP-Brick, si c'est un projet collaboratif avec une dimension hydrogène, le dispositif IDEMO, qui a à peu près le même ciblage en termes de TRL, peut être un bon dispositif. Et puis l'industrialisation, donc ça c'est un peu notre cheval de bataille. Je pense que ceux qui suivent Nicolas Dufourcq suivent un petit peu toutes ces interventions. C'est aussi la stratégie clairement de l'État. Et donc là on essaye d'accompagner au maximum les projets de création de sites industriels dans la foulée des activités de R&D. Et ce que je dis, et c'est important comme message, c'est qu'on est vraiment dans une logique de complémentarité avec l'ADEME. L'idée, c'est vraiment que chaque dossier puisse être orienté au bon endroit. Normalement, il y a tout ce qu'il faut pour héberger le dossier. Alors, la Deep Tech, donc comme je disais, la Deep Tech, vraiment la R&D issue de la recherche scientifique dans les labos. On a 2 dispositifs en fonction de la maturité du dossier. Donc vraiment, sur la première année de la création d'une start-up, c'est ce qu'on appelle la bourse French Tech Émergence. Donc là, c'est vraiment dans les 12 mois après la création. C'est pour accompagner, comme le nom l'indique, l'émergence, donc vraiment sur les phases de faisabilité et d'amorçage. Donc là, c'est de la subvention, c'est 90 000 €. Et c'est des dispositifs qui sont assez rapides à mettre en œuvre. Et puis après, pour les projets, les porteurs de projets qui vont plus loin, on a des aides au développement. Donc c'est un peu plus aval en termes de TRL. Par contre, là, on est sur des montants qui peuvent être très intéressants, puisqu'on peut aller jusqu'à 2 millions d'euros d'aide, subventions et avances remboursables, vraiment sur la partie développement. Donc ça s'adresse vraiment aux porteurs de projets qui sont qualifiés de Deep Tech. Après, même si ce n'est pas forcément de la Deep Tech, c'est quand même souvent lié. On a le concours annuel ILAB, que je pense certains d'entre vous connaissent. Donc ça, c'est un concours annuel, comme le nom l'indique. Les dossiers sont à déposer entre décembre et janvier. Et derrière, il y a tout un processus d'évaluation. Ces 3 dispositifs, c'est ce que je mets sur la droite de la planche. Le contact, c'est le contact local dans la direction régionale, le chargé d'affaires ou le chargé d'affaires innovation. Après, France 2030, première usine, un dispositif qui a énormément de succès. On est vraiment content. Et moi, je suis vraiment heureux de voir le nombre de dossiers également hydrogène qui arrivent. Donc là, on est sur un dispositif, encore une fois, qui a vocation à financer la création de sites industriels. Donc le cœur de cible, c'est ce qu'on appelle les startups industrielles, des PME. Ça peut être en exception des ETI qui sont en phase de reconversion. Donc voilà, c'est finalement, j'ai développé une technologie, une nouvelle technologie. Elle a trouvé, on a fait une démonstration de preuve de concept. Il y a un marché qui est identifié.
Par contre, pour aller plus loin, pour baisser mes coûts de production, pour répondre aux besoins du marché, j'ai besoin d'un site industriel performant et écologique. Donc là, on a un dispositif qui est parfaitement adapté. On a de nombreux projets hydrogène. Il y en a deux qui sont publics, hein. Les deux premiers lauréats hydrogène qui ont été annoncés, c'est Attaway et H26. Il y en a beaucoup d'autres dans les tuyaux, donc je ne parlerai pas évidemment aujourd'hui. Mais voilà, sachez que là, on a un dispositif. Alors, je ne vous décrirai pas les caractéristiques un peu mécaniques, hein. Tout est sur le site. Mais là, je pense qu'on a vraiment un dispositif qui est très intéressant. On le voit parce qu'il a énormément de succès. On est obligé de faire de la sélection et qui a vocation à durer jusqu'à 2025, voire 2026. Donc là, on est vraiment sur le long terme, hein, pour essayer finalement de répondre à la promesse de créer 100 nouveaux sites industriels en France par an. Une petite incise, il est possible de compléter la partie subvention de l'appel à projet par des prêts également opérés par BPI France, ce qu'on appelle le prêt Nouvelle Industrie. Donc le cumul, hein, des deux offres est tout à fait possible. Voilà ce que je voulais vous dire de façon synthétique. Encore une fois, tout est sur le site. S'il y a des questions, on les prendra avec plaisir. Et maintenant, je vais passer la parole à Marc-Étienne. Merci beaucoup, David. Alors effectivement, on voulait bien sûr aussi dresser un panorama de l'offre d'acteurs privés. Alors je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, on devait avoir 2 acteurs privés qui devaient présenter, également Nicolas Brahi du fonds d'investissement I24 qui malheureusement a eu un empêchement. Donc on aura du coup en exclusivité donc Eiffel Investment Group avec Marc-Étienne Mercadier. Donc, et puis voilà, on finira le tour des interventions et ensuite on aura donc bien une bonne vingtaine de minutes pour prendre des questions. Merci beaucoup. Donc j'ai la lourde tâche de représenter l'ensemble du capital investissement français. Après, les nombreux dispositifs qui ont pu être présentés par mes confrères, dispositifs publics européens, c'est vrai qu'il y a aussi, si besoin pour compléter les financements de vos projets, des solutions en capitaux privés et apportées par des entreprises privées comme Eiffel. Pour vous expliquer ce qu'on apporte comme type de capitaux, je reviens juste 2 secondes sans faire la promotion d'Eiffel Investment Group, mais sur qui on est une entreprise indépendante, on appartient à un entrepreneur assez connu qui s'appelle Jacques Verrat et qui a eu quelques success stories dans le monde de l'énergie. On a aujourd'hui 5 milliards d'euros d'encours sous gestion. Alors on fait partie encore des petites sociétés de gestion, hein, puisque certaines ont plusieurs centaines de milliards, mais ça nous permet d'avoir une agilité et surtout de nous concentrer sur nos 4 stratégies. Et je vais y revenir, mais dans toutes ces 4 stratégies, on a des offres qui peuvent directement ou indirectement, sans avoir forcément une spécialisation secteur de l'hydrogène, apporter des solutions aux entreprises que vous représentez. On a, dès le début de la création d'Eiffel, qui date de 2010, voulu développer la transition énergétique et c'est au cœur de notre stratégie. Pourquoi ? Parce qu'on est une société de gestion de fonds d'impact. C'est-à-dire qu'on essaye d'associer à nos investissements un retour bien entendu économique, mais également un retour extra-financier. Et ça se traduit par plus 50% des actifs sous gestion qui sont article 9. Article 9, c'est une catégorie de fonds et c'est le fonds le plus exigeant en matière le type de fonds le plus exigeant en matière de durabilité et justement de volonté d'alignement sur les trajectoires bas carbone. Un long discours est toujours intéressant, mais quelques chiffres parlent souvent beaucoup plus. Et puis une carte qui commence à devenir impressionnante. Alors, on finance beaucoup d'énergie renouvelable, hein, et je pense que pour faire de l'hydrogène, il y a des énergies renouvelables à la base, mais pas que. Et en tout cas, pour adresser les sujets hydrogène, il faut avoir aussi cette connaissance des secteurs amont de l'électron vert, puisque la transition énergétique sera certainement plurielle. On aura besoin d'électrons verts, mais on aura aussi besoin de la molécule. Et parfois, cette molécule peut être obtenue à partir d'électrons verts. On a à peu près 2 milliards sur les 5 qu'on gère qui sont vraiment fléchés vers la transition énergétique et écologique. On a réalisé au cours des dernières années à peu près 1,5 milliard de financement. Ça représente 3000 projets. Alors vous pouvez faire le compte sur la carte, mais parfois ils se superposent. C'est sûr que majoritairement en nombre de projets, c'est principalement du solaire. Même si on a financé toutes les autres filières qui sont mentionnées ici. Ça représente quand même 6 gigas, et 6 gigas c'est intéressant parce que ça se met un peu au regard de la politique et des objectifs français en la matière d'électrolyse. Donc en théorie, on aurait de quoi alimenter les électrolyseurs français en 2030. Et ça représente bientôt 5 milliards de tonnes de CO2 évitées tous les ans.
Un mot sur Eiffel Gaz Vert, qui est un des fonds. Hein, je vais revenir sur tous les fonds qu'on a qui peuvent adresser le secteur des infrastructures et des porteurs de projets de la transition énergétique et notamment de l'hydrogène. Mais Eiffel Gaz Vert, c'est notre fonds qui est dédié à la thématique des gaz renouvelables au pluriel. Donc on va regarder le biométhane, on va regarder le biogaz, on va regarder le bio-CO2 et aussi, bien entendu, l'hydrogène. Et cette complémentarité nous donne justement aussi une approche, je pense, assez pertinente. On parle de plus en plus de carburants durables. Voilà, on a notamment là des magnifiques producteurs de bio-CO2 et puis on a du biométhane qui peut être aussi vaporéformé si un jour ça devient pertinent. C'est une équipe de 15 experts, des gaz renouvelables de toutes ces filières et aussi de la transition énergétique. C'est 210 millions d'euros d'investissement, c'est notre premier fonds. On est en train de commencer à travailler sur le successeur qui sera bien plus gros, tout simplement pour accompagner la croissance de ce secteur d'activité. On a mis en avant nos sponsors parce que c'est ceux qui nous ont accompagnés. Donc, le GRT Gaz, notre TSO préféré en France, la Banque des Territoires, hein, qui en entretient des relations bien entendu intimes, ADEME Investissement, et puis après on rentre dans le secteur du privé ou du parapublic avec la Banque Européenne d'Investissement et puis des assureurs de renom qui nous ont fait confiance pour les emmener sur ces thématiques. Sur nos investissements, on a eu l'occasion d'accélérer fortement sur les dernières années. On voit qu'on est en croissance permanente parce que la thématique est porteuse et on voit que dans ces investissements réalisés au cours des dernières années, on a de plus en plus d'investissements qui sont vraiment dédiés à l'hydrogène. Et donc je voulais vous en parler de 3 parce que ça illustre un peu ce qu'on peut faire notamment dans le cadre du fonds Eiffel Gaz Vert et puis après j'élargirai avec les différentes offres qu'on peut proposer aux porteurs de projets hein, parce qu'on accompagne des entreprises au niveau de leurs capitaux propres mais aussi parfois au niveau de leurs projets. Donc on est un des financeurs d'Isetco, qui est un acteur de la mobilité hydrogène légère intensive. Et je ne pourrais malheureusement pas être là demain, puisqu'on inaugure demain la centrale de production et distribution, la plus grande centrale d'Île-de-France, puisque c'est celle de Porte de Saint-Cloud. Hein, donc ça a été une prouesse technologique. C'est un électrolyseur de 2,5 mégas qui est au-dessus du périphérique parisien et qui va distribuer quelques centaines de kilos très rapidement. Pour vous dire juste un mot, c'est une approche écosystémique. Là, on a aimé aller sur le projet d'Isetco. Pourquoi ? Parce qu'on était à la fois sur un positionnement double, des infrastructures de distribution et un usage embarqué qui est la mobilité légère intensive. Et ça marche. La preuve en est, à Paris, il y a presque 300 taxis qui tournent à l'hydrogène et qui consomment tous les mois maintenant près de 20 tonnes d'hydrogène. Donc ça commence à faire des kilomètres décarbonés. Phoenix, qui est un acteur qui, lui, prend le sujet, si je puis dire, par les usages, hein, qui est très proche des entreprises et qui les aide à se décarboner en faisant notamment la promotion des solutions d'hydrogène, tant dans la mobilité que dans l'industrie. Phoenix, c'est un acteur franco-espagnol, et là, la photo qu'on vous a mise, c'est l'inauguration de notre premier projet, qui est un électrolyseur de 10 mégas, qui est à une centaine de kilomètres de Madrid, et qui est la première phase d'un projet plus vaste, qui fait 70 mégas. Et puis enfin Verso qui a une approche un peu encore différente, une approche d'énergéticien, mais j'en parlais tout à l'heure. La connaissance fine et intime des enjeux de l'électron vert est selon nous une clé de réussite pour les projets d'hydrogène vert. Et donc ce double positionnement fait de Verso un acteur selon nous très intéressant et qu'on a eu plaisir à accompagner en fin d'année dernière. Et là je vous ai mis une photo de leur écosystème emblématique, celui de Denain, où on adresse à la fois la mobilité, à la fois l'industrie, et qui commence par une phase de 5 MW et qui ira assez rapidement à 100-150 au gré du développement du projet. Donc chez Eiffel Investment Group, il n'y a pas que le fonds Eiffel Gaz Vert. Hein. Eiffel Gaz Vert, c'est juste l'avant-dernière brique que j'ai pu vous mettre, mais dans chacune de nos métiers, de nos lignes métiers, on peut avoir des solutions pour les entreprises que vous représentez, qui sont complémentaires à tout ce qui peut exister. Hein, et le nombre de guichets est assez impressionnant quand on prend le recul et qu'on compare à d'autres filières de la transition énergétique, donc profitez-en. Nous, on va venir vous apporter des solutions. Si vous êtes une entreprise cotée, on a des fonds actions alors spécialisés small and mid cap, mais bon, en général, les entreprises qui s'introduisent commencent par là. En dette privée, on fait du digital lending si vous êtes des petites entreprises, donc moins d'une dizaine de personnes et que vos besoins de financement, c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros. On peut vous accompagner via une plateforme de financement participatif. On est aussi présent dans le secteur des fonds de dette, donc on vient en complément des banques, on vient financer des PME, des ETI, avec des covenants d'impact qui ressemblent un peu à ceux qu'a décrit mon confrère de la Banque des Territoires. Hein. On va faire varier les conditions de financement, parfois en fonction de critères ESG, pas uniquement le prix de l'électricité, mais la parité, les enjeux un peu phares de vos business models. Et c'est pas parce qu'on est dans l'hydrogène que tout est parfait, donc on essaie de travailler sur tous les sujets ESG quand on investit dans une entreprise.
Ensuite, on a des fonds de capital investissement ou de capital risque qui vont là compléter certains des dispositifs, je pense, de BPI sur le caractère innovant des entreprises. Si vous recherchez quelques centaines ou quelques millions d'euros pour permettre à votre entreprise de croître, hein, on est sur du financement corporate, et ben on peut participer à des augmentations de capital. Pour les entreprises un peu plus grosses, on a un fonds qui est dédié, qui s'appelle le fonds Eiffel Essentiel, qui finance la transition énergétique, mais aussi écologique. Et là, on est sur des entreprises qui ont vocation à avoir atteint le break-even, et les tickets d'investissement sont plutôt de l'ordre de 10 à 40 millions d'euros. Et l'objectif, c'est vraiment de faire des champions français de la transition énergétique et qui n'auront pas pris le chemin de la bourse. Enfin, sous l'angle projet d'infrastructure, on a le fonds Eiffel Gaz Vert, dont vous aurez compris qu'il est à la fois financeur des projets d'infrastructure, mais aussi des entreprises qui portent ces projets. Pourquoi ? On le voit, la présence assez massive de subventions et d'incitations au sens large est juste le reflet d'un manque de maturité de notre filière. Et donc, venir financer uniquement des actifs est, selon nous, un équilibre qui n'est pas tout à fait pertinent parce qu'on n'a pas encore réussi à financiariser à 100% ces actifs, et donc là, les équilibres risk-reward doivent être encore travaillés. Donc on aime bien, tant que les business models ne sont pas complètement matures, s'exposer tant aux corporates qu'aux projets portés par ces corporates. Et puis enfin, on a une dernière activité, c'est les fonds de bridge financing. Donc c'est grosso modo là très orienté financement de vos projets, et c'est par exemple quand vous avez des besoins court terme de quelques millions d'euros jusqu'à potentiellement quelques dizaines de millions d'euros. Des besoins court terme, c'est 6-36 mois. Ça peut parfois, il nous arrive de bridger une partie des subventions de l'ADEME qui n'arrivent que quand les KPIs sont réunis. Il nous arrive de financer les down payments que vous avez à payer pour des électrolyseurs pour mener à bien votre projet et le faire avancer jusqu'à un stade plus avancé pour faire arriver des financeurs seniors sur des durées plus longues. Voilà, donc le financement relais, c'est vraiment accompagner sur un temps relativement court et sur des montants relativement importants des besoins pour encore une fois compléter le financement de votre projet. Et puis pour finir, j'ai mis cette slide alors qui est un peu bateau, mais juste pour vous dire ce qu'on regarde, et ce qui est plus important, c'est que c'est vrai qu'on a la chance de voir beaucoup de dossiers passer, donc on est très sélectif. Mais on a aussi une approche qui est peut-être propre au privé, c'est qu'on est extrêmement pragmatique, propre aussi au fait qu'on est une entreprise filiale d'un groupe d'entrepreneurs, si je puis dire. Donc on va regarder tout ça sur un projet, c'est un peu une liste à l'après-vert, mais on est très pragmatique, c'est-à-dire que sur l'off-tech, on sait que parfois aller sécuriser 100% des volumes, ça peut conduire des porteurs de projets à réduire l'ambition de leur projet, parce que forcément convaincre une collectivité, convaincre un industriel de passer immédiatement une partie significative de sa flotte à l'hydrogène n'est pas forcément chose aisée, parce que c'est beaucoup d'inconnus. Donc nous là-dessus on est assez pragmatique, parfois on considère qu'une bonne stratégie de sourcing et qu'une offre parfois permet de créer de la demande, et donc une bonne stratégie, une bonne analyse de territoire est parfois plus, à nos yeux, plus pertinente qu'à tout prix venir négocier un prix pour une livraison dans 4 ou 5 ans. Aussi parce qu'en fait on a une connaissance assez intime du monde de l'électron vert et on n'est pas très inquiet nous sur le devenir du prix de l'énergie. On pense que les choses ont vocation à se stabiliser, et au travers des développements qu'on voit sur l'amont, sur l'électricité verte, on est assez serein quant au prix futur de l'énergie. Et puis un autre sujet sur lequel je pense qu'on est très sensible, parce qu'on est une société de gestion de fonds dite d'impact, et je vous parlais tout à l'heure de durabilité de nos investissements, c'est sur le sujet de la ressource. On challenge énormément nos contreparties sur la ressource, notamment la ressource en eau, parce qu'on nous présente beaucoup de projets d'électrolyse. Et il est clair que on fait des études d'impact sur la quantité d'eau, sur le risque de stress hydrique dans des futurs plus ou moins proches, parce que même si on est là pour faire la promotion de la transition énergétique, on se doit de prendre en compte les impacts du réchauffement climatique sur nos investissements à long terme, puisqu'on est sur des investissements de plusieurs dizaines d'années avec des infrastructures lourdes. Donc voilà, on est à la fois très pragmatique et très exigeant, et on complète, je pense, assez bien nos confrères en matière de financement privé. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, et je vous propose effectivement d'applaudir nos 5 intervenants. Si on peut juste appuyer... On passe à la diapo suivante. Donc maintenant, effectivement, place aux questions. Alors peut-être juste aussi, c'est vrai que là, on a dressé ce panorama des dispositifs de financement et de soutien au niveau européen, national, public, privé. Quelque chose qu'on a moins présenté, c'est aussi les dispositifs de soutien et de financement publics régionaux.
On propose au sein de France Hydrogène, on a réalisé une cartographie à disposition de nos membres sur l'ensemble des dispositifs. On l'a récemment complété avec un recensement de tout ce que peuvent proposer les acteurs régionaux et infrarégionaux. Un certain nombre de conseils régionaux proposent aussi des aides à l'acquisition de véhicules ou de dispositifs de soutien, souvent articulés, complémentaires avec les dispositifs nationaux qu'on a vus là, voire aussi certaines métropoles qui peuvent, par exemple en lien avec la mise en place des zones à faible émission, aussi proposer des dispositifs. Voilà, écoutez, désormais, la parole est à vous. Je vous demanderai juste d'attendre qu'on vous passe un micro pour qu'on entende bien comme il y a une captation, et si vous pouvez aussi juste vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, Lola Guillandou de l'Eurométropole de Metz. J'ai une question pour Monsieur Bouffort, donc de la Banque des Territoires. Je ne vous vois pas, voilà, je suis là. Donc vous parliez tout à l'heure de la qualité d'implementing partner de la Banque des Territoires dans le cadre des CFE. Pour que la banque soit considérée comme un implementing partner d'un des projets, est-ce que ça passe obligatoirement par la participation de la banque au sein de la SPV? Est-ce que c'est un prêt ou est-ce que c'est l'un ou l'autre? Oui, effectivement, pour bénéficier des subventions CEF-AFIF, il faut que la Banque des Territoires, en général, soit investisseur dans le projet. Et par exception, ce que j'avais montré, on peut faire du pré-mezzanine à intérêt participatif. C'était l'autre solution qu'on applique par exception. Mais en général, nous, on préfère nettement, parce que c'est notre métier premier, d'être investisseur dans le projet. Donc, je ne sais pas, auprès de la collectivité, si vous faites le projet en direct, ou d'une SEM, si vous passez par une SEM, ou d'un industriel que vous avez désigné, ou je ne sais pas si vous avez fait un appel à manifestation d'intérêt, avec qui on a l'habitude de travailler en général. Ok, d'accord, merci. Merci. Y a-t-il une autre question? On avait peur qu'il y ait trop de questions, notamment sur les appels à projets ADEME. Ne nous décevez pas. Alors moi, je vais en poser une du coup par rapport à l'appel à projet ADEME. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur comment vous évaluez les projets où on est plutôt sur de l'hydrogène électrolytique par rapport à biomasse? Et vous disiez qu'il y avait aussi des critères un peu spécifiques. Est-ce que ces projets-là vont être entre guillemets purement et simplement être mis en concurrence entre eux? Comment ça va se passer? Oui, là-dessus, il y a les catégories portent uniquement sur les usages qui sont visés. Donc un projet de pyrolyse de biomasse sur la catégorie 1 sera mis en concurrence avec un projet d'électrolyse pour une autre industrie sur la catégorie 1. Donc là, il n'y a pas de distinction selon la typologie de la production sur les différentes catégories. La principale différence entre les deux modes de production, c'est vraiment sur la partie éligibilité, où sur l'électrolyse, on va demander un minimum de 2 MW par électrolyseur. Donc voilà, ça colle aussi avec ce qu'on a pu voir côté Banque des Territoires, où on va chercher à augmenter un petit peu par rapport à nos seuils précédents. Et sur la biomasse, le raisonnement est plutôt inverse, dans le sens où sur la biomasse, les problématiques sont assez différentes, notamment sur les usages actuels de la biomasse. On veut s'assurer que les projets ne vont pas pirater, on va dire, d'autres usages actuels de la biomasse. Donc il y a des exigences par rapport au plan d'approvisionnement. Et l'exigence sur la taille, elle est inverse, c'est-à-dire qu'on va exiger que les projets ne consomment pas plus de 10 000 tonnes de biomasse par an. Donc voilà, c'est les principales différences sur l'éligibilité et sur la sélection. Tout sera mélangé entre guillemets entre les différentes typologies de projets. Entre-temps, oui. Nathalie Locke de l'AERBFC. Oui, une question à l'ADEME pratique. Une entreprise ou un porteur qui dépose au premier relevé de l'appel à projet écosystème de l'ADEME, si jamais il est, je dirais, pas assez documenté ou retoqué au premier relevé, est-ce qu'il peut redéposer au deuxième ou il est automatiquement exclu pour la suite? Pour l'instant, il n'y a qu'une seule clôture prévue, un seul relevé qui est prévu sur cet appel à projet-là. Donc je ne peux pas vous donner d'informations sur un prochain appel à projet, mais c'est vraiment l'idée que si il y a des pièces d'éligibilité qui manquent, le dossier sera effectivement rejeté. Et donc il n'y a pas possibilité de reprendre par la suite en instruction. Dans le sens où la sélection, elle se fait vraiment sur le dossier déposé. Et donc si le dossier déposé ne comprend pas toutes les pièces, on ne peut pas le classer avec les autres dossiers. Et donc ça veut dire que le dossier est exclu.
Donc il n'y a pas d'autre relevé que le premier relevé qui est prévu pour Oui. l'instant. Pour ce sujet-là, il s'explique notamment par le contexte, c'est-à-dire qu'on favorise, ici on va mettre en place de la mise en concurrence, donc c'est quelque chose d'assez nouveau sur l'appel à projet, et entre guillemets, on va dire que c'est une première pour nous, cette mise en concurrence, et donc on a préféré faire une seule relève maintenant, et potentiellement relancer après l'appel à projet avec des conditions différentes, etc., pour corriger les potentiels problèmes ou dérives, ou etc. Donc c'est pour ça qu'ici on est un peu plus prudent en proposant qu'une seule relève. Après, sur la suite de l'appel à projet, pour l'instant, il n'y a rien qui est calé. Il faut bien avoir en tête que la stratégie hydrogène est en cours de révision aussi. Donc d'ici la publication de la nouvelle stratégie, il est quasiment sûr qu'il n'y aura pas d'annonce sur le futur de l'appel à projet écosystème. Et même une fois la stratégie publiée, on ne sait pas exactement si elle sera traduite directement d'un point de vue opérationnel sur l'articulation des différents guichets entre eux. Donc pour l'instant, ça reste effectivement assez obscur pour vous. On le conçoit, c'est pas forcément une position sur laquelle on est à l'aise non plus. Donc on essaye de donner de la visibilité. Et voilà, donc on espère qu'on pourra vous donner plus d'éléments d'ici la fin de l'année potentiellement. C'est vrai qu'on n'a pas tellement mentionné le mécanisme de soutien à la production massive d'hydrogène, qui devrait normalement quand même finir par intervenir. Y a-t-il une des questions ? Alors moi, j'aurais peut-être une question pour à la fois pour Michael et puis aussi pour vous, Monsieur Mercadier. C'est par rapport à ce que vous disiez sur le fait que finalement, sur les montages que vous mettez en place, finalement, il y a peu de dettes bancaires. Vous disiez que les acteurs privés, je ne sais pas si vous pouvez un peu expliquer votre ressenti, pourquoi les acteurs privés ne se positionnent pas encore trop sur ces montages-là, puis peut-être aussi vous, Monsieur Mercadier. Alors sur le financement tel qu'on le fait en financement de projet, on se rend compte que l'hydrogène, c'est une technologie nouvelle qui n'est pas encore complètement maîtrisée, avec des risques importants, que ce soit en EPC, que ce soit en maintenance. Et donc il y a un partage des risques qui est encore à définir. Et c'est des positionnements en financement bancaire sur lesquels les banquiers ont besoin de recul. Je pense qu'ils ont besoin de voir que les stations fonctionnent avant véritablement de se positionner en tant que financement. Nous, on reçoit assez régulièrement des banques qui viennent nous voir, qui essaient de comprendre. Il y a aussi un des aspects sur les écosystèmes. Ce sont des petits projets. Finalement, quand on fait une station de 2 mégawatts, c'est des projets de l'ordre de 15 millions sur lesquels on a pratiquement 50% de subventions. Ce qui reste 7 millions à financer. Si on compte la moitié de fonds propres, 3,5 millions, il ne reste plus beaucoup de financement bancaire à faire. Et donc c'est beaucoup pour un banquier d'affaires, c'est beaucoup d'ingénierie pour des petits volumes. Donc ça aussi, ça les bloque un peu. Et avant que ça descende sur des banquiers plus traditionnels, type caisse d'épargne, BRED ou une caisse régionale de Crédit Agricole, par exemple, ils attendent d'avoir un peu de recul. Donc on a une exception, c'est le dossier Impulsion en Auvergne-Rhône-Alpes, où le Crédit Agricole s'est positionné à la fois comme prêteur et un petit peu comme investisseur. Mais au-delà de ça, ils l'ont fait, je pense, aussi pour tester, pour mieux connaître l'hydrogène. Les banquiers sont encore un peu frileux. Ouais. Monsieur Mercadier, peut-être si vous voulez aussi réagir. Oui, c'est vrai que la filière de la transition énergétique s'est principalement développée autour de montage type financement de projet, comme le disait mon confrère. Le financement de projet, c'est un type de financement qu'on appelle sans recours et qui est tout à fait adapté quand on a des grands projets d'infrastructure avec de la visibilité sur les flux. En général, pas de risque de volume ou de trafic. Donc on voit que ça coche pas tant les cases de ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'hydrogène. Peut-être que demain, les projets industrie, eux, et les mécanismes de complément de rémunération qu'on attend tous permettront d'offrir cette visibilité, une fois qu'effectivement on aura mis de côté les enjeux de technique sur lesquels je pense qu'on a beaucoup de savoir-faire, d'analyse en France et en Europe. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne les voit pas parce que la matière n'est, comme je disais tout à l'heure, les modèles d'affaires ne sont pas encore complètement matures. Donc on arrive à financer une toute petite partie des investissements, mais qui est encore
marginal en fait. Finalement, on a presque autant de subventions que d'investisseurs privés que de banques sur les projets, tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir plus de visibilité, d'embarquer ces acteurs qui ont historiquement financé la transition énergétique des modes de financement de projet vers de nouveaux types de financement, du mini-perm, du crédit bail, voilà, pour changer un peu les instruments qu'on utilise et les emmener sur cette filière. Et demain, voilà, quand on aura plus de visibilité sur les flux, des projets plus importants, on emmènera sans nul doute des financeurs type financement de projet. Merci. Pas de questions? Je revérifie régulièrement, quoi. Si. Henri Foulon de Sésame Exact Débit. Je fais déjà la présentation, on gagne du temps. Ok, donc moi j'ai une question un petit peu relative au seuil dans les appels d'offres ADEME de briques technologiques. Est-ce que si je suis patient, le seuil va descendre? Parce que nous sommes une petite entreprise et donc on voit ce seuil assez élevé qui correspond certainement à un certain nombre d'opérateurs, mais notre entreprise fait partie d'un certain nombre d'acteurs de petite taille et qui assurent pourtant une fonction pour le moment exclusive auprès des stations d'hydrogène. Et donc, il va falloir faire un déploiement, parce qu'il va y avoir de plus en plus de stations. Et donc, ce développement, on peut faire des démonstrateurs, et pour le moment, le démonstrateur atteint des coûts qui sont en dessous des seuils. Voilà, donc on se dit dans quelle manière on peut être aidé à travers ces appels d'offres. Là-dessus, je ne maîtrise pas totalement l'appel à projet briques technologiques. Donc il me semble que le seuil a déjà été baissé de 2 millions à 1,5 million. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il est prévu de rebaisser ce seuil, malheureusement. Donc voilà, je vous inviterai potentiellement à échanger avec mon collègue Romain Devez, que vous devez connaître, qui est présent aujourd'hui sur le stand, pour répondre peut-être plus précisément à cette question. Peut-être côté BPI, comme vous disiez tout à l'heure, qu'il y avait une vraie complémentarité entre les dispositifs. Oui, alors là, par contre, on est sur un potentiellement dossier de déploiement, c'est ça? Ou de R&D avec de la technologie? C'est que pour assurer le déploiement d'un certain nombre d'outils qui serviraient sur les stations, leur contrôle, il faut passer par un démonstrateur. Donc au départ, c'était ce qui nous avait été dit par l'ADEME. On ne va pas vous aider sur un déploiement. C'est logique, prudent. Donc il faut passer par ce démonstrateur. Pour le moment, le démonstrateur, effectivement, avec notre bonne volonté, on n'atteint pas tout à fait 1 million d'euros, y compris les études associées. D'accord. Non, mais là, je pense qu'effectivement, il faudra avoir un échange avec Romain Devez, parce que c'est quand même un dossier purement hydrogène, de ce que je comprends. Et donc c'est vrai que nous, on est plutôt sur des dispositifs génériques, mais ceux qui n'ont pas vocation à être hébergés. Après, en fonction des seuils, on peut regarder aussi. Donc là, moi, le conseil, parce qu'au-delà de cette question assez spécifique, c'est en fait ne pas hésiter à prendre contact avec les interlocuteurs qui sauront répondre et éventuellement réorienter. Et effectivement, s'il y a un moyen de nous trouver une alternative, c'est aussi notre rôle. Hein. Je pense que là, on peut le dire. Notre rôle, c'est vraiment de vous aider, quels que soient les projets, sur aller trouver le bon endroit, le bon guichet. Donc, encore une fois, je pense que le point d'entrée, c'est l'ADEME. Après, on peut effectivement envisager tout à fait une réunion d'échange autour du dossier. Peut-être encore une question pour vous, David, par rapport au dispositif BPI. Est-ce qu'ils sont déployés de façon complètement uniforme sur l'ensemble du territoire? Il me semble que les régions, notamment, peuvent parfois abonder. Est-ce qu'il y a des spécificités? Ici, oui. Comment savoir finalement quels sont les budgets disponibles selon le territoire où on est? Comment ça se passe? Alors, on est vraiment dans des logiques de complémentarité, c'est-à-dire que l'ensemble des dispositifs que j'ai présentés sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de distinction de spécificité locale. Il y a des dispositifs sur lesquels le point d'entrée, c'est effectivement la direction régionale, parce que voilà, c'est géré en local, mais c'est entre guillemets les mêmes règles, quelle que soit la direction régionale. Et puis il y a les dispositifs nationaux, les appels à projets, et là par définition on est sur une logique nationale. Après on a tout à fait des logiques de complément avec financement en région, et donc nous on a l'habitude entre guillemets de se coordonner avec les régions justement pour trouver un petit peu l'équilibre et la gestion du dossier, notamment vis-à-vis de l'Europe en termes de notification, et par exemple sur des définitions d'assiettes pour pouvoir assurer justement finalement l'optimisation du financement par région, par État. Alors l'exemple emblématique, c'est les PIEC. Sur les PIEC, il y a les régions qui sont
certaines qui sont très, très intervenantes. Et donc là, on a tout à fait cette complémentarité. Donc nous, on a des réunions avec eux, justement, pour avoir le complément de financement régional. Et nous, on fait en sorte de travailler sur l'assiette pour que voilà, in fine, le financement soit, entre guillemets, maximalisé. Merci. Alors, si on en revient justement au niveau européen, Stéphane, là, maintenant que vous avez eu ce panorama actualisé de comment les acteurs du financement s'organisent en France par rapport à ce que vous voyez aussi peut-être dans d'autres pays européens, est-ce que ça vous appelle des remarques, des spécificités que vous voyez ici et pas ailleurs, des choses que vous voyez ailleurs qui semblent manquer en France? Très franchement, je trouve que c'est assez semblable d'un État membre à l'autre et c'est lié en fait au développement de notre écosystème et toute la structure financière, qu'elle soit publique ou privée, qui s'adapte en fonction de nos développements. Donc très franchement, je trouve ça assez similaire. Et on voit, il y avait un point qui a été fait tout à l'heure par rapport au rôle des banques. Ça, c'est vraiment au niveau européen, c'est-à-dire qu'on voit que les banques sont pour l'instant assez frileuses en fait, à l'idée de rentrer dans ce genre de projet. Et aussi, et ça c'est une caractéristique assez européenne, c'est que tous nos fonds VC, corporate VC, ont moins l'appétit du risque, par exemple, que nos confrères américains. Donc on voit aussi une certaine... on va dire un certain manque d'engagement pour l'instant. On voit que la filière financière se réveille de plus en plus et est beaucoup plus participative. Et donc, on espère maintenant, avec donc la mise en place, donc, par exemple, du fonds infra High 24, notamment vos produits également chez FL et certains autres, on voit maintenant la finance privée rentrer, mais c'est assez graduel. Et donc, on vous invite vraiment à rentrer plus fortement et plus vite, d'autant que maintenant, on dit oui, la filière hydrogène, elle est en devenir, Non, non, elle est maintenant. C'est-à-dire que ce n'est plus un problème de techno. Hein. Les technos, on les a. Maintenant, il faut faire du déploiement. Donc ça, c'est vraiment le message de ce côté-là. Et il faut qu'on y aille de pair entre privé et public. Parce que, comme je disais ce matin, public seul, on n'y arrivera pas. Hein. Donc il faut vraiment les deux ensemble et que les filières apprennent à se connaître l'un l'autre, tant la filière financière que celle de l'hydrogène, et qu'on fasse en partenariat privé-public pour déployer notre écosystème à horizon 2030 ou 2050. Merci. Une question? Oui, bonjour, Jean-Christophe Poirot, Ottawa. Est-ce que vous voyez des projets aujourd'hui qui se montent sans subvention, type CEF ou ADEME? Ou est-ce que vous commencez à avoir des projets qui se montent sans subvention? Côté ADEME, on voit assez peu de projets qui se montent sans subvention, sans aucune subvention, dans le sens où on a pu voir certains projets sur lesquels on a pu financer le début de l'écosystème, c'est-à-dire les infrastructures, des stations de distribution, quelques usages, qui ont ensuite pu trouver d'autres usages sans forcément rajouter des subventions par-dessus. Donc vers d'autres usages qui n'étaient pas forcément qui étaient éligibles ou non à l'ADEME, et qui ont pu ensuite se déployer. Donc dans les quelques exemples que j'ai en tête, il y a toujours eu une subvention à l'origine de l'infrastructure de production au départ, et ensuite on peut aussi observer des projets qui on va dire grandissent sans subvention, dans le sens où il y a certains projets sur lesquels une aide ADEME a été par exemple demandée pour 1 MW, mais finalement les porteurs, entre le dépôt et puis la contractualisation et la commande, finalement ils vont commander un électrolyseur de 2 MW, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement ils vont avoir besoin rapidement d'une capacité de production plus importante, et du fait des économies d'échelle qu'on peut avoir assez rapidement entre du 0,5, du 1 et du 2, ils peuvent partir sur du 2, même avec une subvention que pour du 1. Mais là, c'est plutôt des exemples liés aux collectivités, où finalement, dans tous les cas, même après la subvention, il reste un surcoût. Donc finalement, les collectivités, des fois, elles peuvent admettre un surcoût encore plus important pour pouvoir déployer justement ces technologies et faire face aux potentielles réglementations futures d'exigences de mobilité zéro émission à l'usage, pour pouvoir s'imprégner des sujets, que ce soit hydrogène ou électrique batterie. En ce qui concerne les projets que nous on a financés, qu'on a engagés et qui sont
sont investis, ils ont tous eu des subventions. Je pense qu'il y a un principe de réalité. Hein. Nous, pour avoir un niveau de rentabilité minimum pour la société de projet, on se rend compte qu'avec les coûts actuels, on n'y arrive pas sans subvention et sans un niveau de subvention relativement important. Après, il peut y avoir quelques industriels qui se passent de nous, qui se passent de subventions, mais ça va être l'exception. Et pour abonder complètement sur ce qui vient d'être dit, il y a la réalité, effectivement, il y a la réalité économique des business models. Après, pour moi, la question, c'est la temporalité de la subvention, quoi. On a effectivement des dossiers où c'est vraiment les phases amont qui sont accompagnées pour vraiment accompagner la R&D jusqu'à la preuve de concept. Après, il y a aussi des dossiers où la R&D est complètement financée sur fonds propres, sur fonds privés. Par contre, c'est là où la subvention peut aider, c'est justement le passage à l'étape industrielle. Donc voilà, je pense qu'in fine, on arrive à la même conclusion. Par contre, le moment auquel intervient la subvention, pour le coup, peut être variable en fonction de la typologie des projets. Merci. Alors, il nous reste 5 minutes avant de clore, donc on a encore le temps de prendre une ou deux questions. Oui, bonjour, Bertrand Dubois, donc responsable funding du groupe Terega. Alors moi j'ai une question, on a parlé effectivement, il n'y a pas de représentant de banque commerciale, mais vous avez dit que dans vos projets, il y a beaucoup d'avances remboursables, de subventions, de dettes junior. Donc moi je me dis, pour une banque commerciale, c'est formidable d'investir en senior unsecured, parce que sur vos projets, il y a une recovery value. Donc je me dis, pourquoi les banques commerciales ne viennent pas, ou peut-être alors si elles sont un petit peu reluctantes à venir sur de la dette, un distressed qui viendrait sur la dette senior unsecured sur ces projets-là, sachant qu'effectivement il serait servi en premier si le projet venait à defaulter, et je subodore quand même qu'il y a une certaine recovery value sur ces projets. Merci de votre réponse. Donc là, ça s'adresse plutôt à M. Mercadier, le seul représentant en l'occurrence. Alors, oui, je ne suis pas représentant des banques, mais pour le coup, non, mais la question est pertinente. Je pense qu'il y aurait de l'intérêt à monter des schémas où effectivement les banques passent en premier et ont une sorte de taux de recouvrement qui est plus élevé que la moyenne, puisque effectivement avec tout ce qu'on apporte par ailleurs en capitaux privés, en avance, etc., elles prennent un risque de 20 ou 30% voilà, par rapport à l'investissement qui a été réalisé. Donc elles ont quand même une première perte devant eux qui est quand même très importante. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout un enjeu d'acculturation. Hein. Les banques qui accompagnent les projets, et on parle de projets qui sont très rapidement des projets de taille significative, même pour les banques régionales. Donc il y a un enjeu d'emmener ces banques sur ces sujets. On peut leur proposer des schémas tels que ceux que vous proposez. Il faut avoir en tête aussi qu'en ce moment les liquidités sont rares, donc les banques ont le choix, les investisseurs privés ont le choix. Les temps de levée de fonds n'ont jamais été aussi longs sur les derniers mois, entre guillemets. Hein. Les temps de levée de fonds ont presque doublé. On parlait de VC tout à l'heure. Dans le VC, aujourd'hui, les fonds de VC, j'en parlais avec quelqu'un dans le salon, les fonds de VC aujourd'hui gardent leur capacité d'investissement pour les entreprises qu'ils ont en portefeuille et n'acceptent plus de nouveaux dossiers ou quasiment plus. Donc on est quand même dans un monde où il y a un attentisme, il y a une frilosité, et donc aller sur les sujets de l'hydrogène au-delà de la curiosité, parce qu'on voit quand même beaucoup de banques qui ouvrent des dossiers, qui regardent, qui posent des questions, qui sont dans ce phénomène d'apprentissage, dans cette courbe d'apprentissage. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vient plutôt des équipes financement de projet historiquement. Donc les schémas que vous décrivez, c'est des schémas plus corporate, et en réalité, les banques corporate ne sont pas encore emparées du sujet. Après, on ne faudrait pas non plus donner l'impression que les banques ne se positionnent pas du tout. Hein. C'est vrai que lors des journées de l'année dernière à Rouen, on avait notamment, c'est eux qui intervenaient, mais les caisses d'épargne, Crédit Agricole, Natixis, enfin, il y a quand même des acteurs qui se positionnent, bien sûr. Alors, on peut prendre une dernière question et on va ensuite clore la session. Vous avez eu la réponse à toutes vos questions? Écoutez, si c'est le cas, merci beaucoup pour votre participation. Donc, comme un grand merci à nos panélistes.